Génial. Donc, enfants TDAH ou presque, ok? On va pas se focaliser que sur les enfants TDAH. On va l'explorer bien plus profond. Donc, si tu es maman et qu'aujourd'hui tu as un enfant TDAH ou alors que tu as un enfant qui fait beaucoup de crises, qui a du mal à écouter, qui est vraiment dans la confrontation, qui est vraiment dans, des fois aussi peut avoir des excès de colère, d'impulsivité, de violence ou quoi, alors cette conférence est faite pour toi. Ça ne s'adresse pas uniquement qu'à l'enfant TDAH. On va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec le TDAH et également nous, d'ailleurs, nous, même si on a été diagnostiqué ou pas TDAH, et des enfants qui sont impulsifs, qui vont être parfois violents. Et on voit que c'est plus ou moins les mêmes zones du cerveau qui s'allument et on va voir ça ensemble. OK? Ok, Génial. Good. Donc aujourd'hui, donc ce soir, parce que normalement ça devait être le soir, donc oubliez le mot soir. Aujourd'hui, ce midi, donc le but c'est de comprendre pourquoi tu t'épuises même en faisant tout bien. Hein. On a tout le temps, et je vous connais par cœur les mamans, vous avez envie de faire tout le temps tout bien, et malheureusement, ben, ça vous épuise. Pourquoi ton enfant n'est pas un problème et n'a pas un problème, même s'il a été diagnostiqué, même si aujourd'hui tu penses que il va pas bien ou que, il a un problème justement, on va voir que non, il n'a pas un problème et qu'il y a des explications biologiques et scientifiques à ça et qu'on peut modifier ce comportement. Et comment retrouver du calme dès cette semaine? Ça, c'est le plus important. OK? Euh, je sais qu'en tant que maman, tu fais de ton mieux et parfois ça empire. Et du coup, aujourd'hui, le but, c'est de comprendre la tempête. Quand il y a tempête avec ton ou tes enfants, apaiser les systèmes. On va voir comment on apaise ce système parce que tant que l'enfant n'a pas apaisé son système, c'est très compliqué pour retrouver du calme et de la sécurité. Et ensuite, bien évidemment, comment récréer la sécurité, le lien, la connexion avec notre enfant. Est-ce que le menu vous plaît, mesdames? C'est bon? oui, oui, Allez, let's go. On peut y aller alors. Donc, très important de comprendre que un diagnostic, ça c'est un message vraiment pour toutes les mamans. Un diagnostic, il explique le comportement, le profil de l'enfant, il ne le définit pas. Et souvent, nous, dans notre société, même en tant que parents et les professeurs à l'école, on va avoir tendance à le définir par ça. Le diagnostic du TDAH diagnostique un enfant TDAH qui a des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il ne le définit pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire, ah ben mon enfant est TDAH, donc c'est normal que, et ça le définit. Et c'est là où on tombe dans un grand piège et où l'enfant, on le condamne, entre guillemets, à être différent, entre guillemets, et surtout à se sentir différent, exclu des autres, parce qu'il va mal le vivre émotionnellement. OK? Euh, Vous connaissez, je pense, Albert Einstein. Albert Einstein nous disait, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira tout le temps et passera son temps à croire qu'il est stupide. Forcément, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il va croire qu'il est stupide. Si vous le mettez dans l'eau, il va croire qu'il est intelligent et dans son élément. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société et surtout à l'école, on va juger sur un type d'apprentissage. Et donc, du coup, on juge tous les enfants sur le plus ou moins les mêmes facteurs. Ça veut dire que les enfants qui sont adaptés à l'école vont avoir des bonnes notes, ils vont grandir avec l'idée qu'ils sont intelligents. Et les enfants qui sont différents et qui ont une méthode d'apprentissage différente que ce que l'école enseigne, vont eux croire qu'ils sont différents, qu'ils sont nuls, ils vont avoir des mauvaises notes et vont croire qu'ils sont et ça va se répercuter sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur confiance en eux et sur leur avenir. OK? Donc, c'est pas parce que on a un mauvais jugement sur l'enfant que l'enfant est nul ou qu'il est stupide. Non, c'est juste que peut-être on lui a pas donné les bonnes métriques, on l'a pas évalué sur les bonnes métriques justement. OK? Ça fait sens pour vous ça ou pas? Génial. oui, ça fait sens. Trop, trop cool. OK. Boris sur une ligne nous expliquait aussi, la science mesure des comportements, elle ne mesure pas l'âme. Ça veut dire quoi en gros? Eh ben, on a tout un tas de comportements. Mais il faut comprendre, et c'est ce que nous disait Spinoza, et on va le voir après, que nos comportements ont tout le temps une raison d'être. Et c'est surtout l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui est triste n'aura pas les mêmes comportements qu'une personne qui est en joie. Les comportements vont refléter l'émotion à l'intérieur de la personne. Donc du coup, la science, elle va mesurer le comportement, mais elle va pas aller plus loin sur qu'est-ce qui génère ce comportement, parce qu'il y a toujours une cause à nos comportements, et pareil pour nos enfants. Donc si ils crient, ils tapent, ils gueulent, tout ce tas de comportements-là,
On va juste le diagnostiquer, la science va diagnostiquer ça, elle va juste le mesurer, mais elle ne va pas expliquer en profondeur l'enfant qui est blessé, l'enfant qui a des besoins non remplis, tout ça, ça on va moins l'expliquer. OK? Donc attention à ça. Très très important les filles. Spinoza nous disait, c'est pas la chose qui est mauvaise, c'est l'idée que nous nous en faisons. Souvent, on va vivre des expériences, et surtout avec nos enfants. Et en soi, en général, c'est pas forcément les choses qui arrivent qui sont mauvaises, c'est l'idée que nous nous en faisons. Par exemple, mon enfant va crier. En soi, c'est pas mauvais qu'il crie. Peut-être que je ne le comprends pas, mais c'est pas mauvais en soi parce que il exprime quelque chose, un besoin, une colère, quelque chose dont il a envie, mais il n'a pas encore le vocabulaire et la partie préfrontale pour expliquer de manière rationnelle son besoin ou son manque ou sa frustration. Donc du coup, il va crier. Et donc du coup, c'est pas la chose qui est mauvaise en soi, c'est l'idée que nous en faisons. Il crie, il est hyperactif, il est confrontant, il me teste. C'est l'idée que je me fais de cette situation qui va créer ma souffrance. Alors que finalement, il y a une explication plus profonde à ce qu'il vit, sauf que je suis déconnecté de ça. Est-ce que ça aussi, ça fait sens pour vous? Ouais? Oui. Génial. Good. Donc, le regard du parent est ultra important là-dessus et le regard de la maman est ultra important. OK? Le regard du parent, il va devenir la voix intérieure de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Si moi je vois mon enfant et que je le regarde avec ce regard de il a un problème, il va pas bien, il est TDAH, il est hyperactif et du coup et que je me fais du moron pour lui et que je commence à lui mettre des étiquettes sans m'en rendre compte, ça va devenir sa voix intérieure. Autrement dit, si je commence à juger mon enfant, il va commencer ensuite à avoir ses propres jugements sur lui-même, comme nous on a eu avec nos parents. Vos parents vous ont dit que vous étiez ceci, cela, et aujourd'hui, c'est ce que vous pensez de vous, et c'est ce qui a créé cette estime de vous qui peut être des fois défaillant. Ça vient du modèle du modèle d'attachement, des figures d'attachement quand on était enfant, qui est de papa, de maman, de l'école, etc. Donc faire très attention, votre regard a un impact juste incroyable et incommensurable sur l'estime de votre enfant. Si vous commencez à comprendre qu'il n'a pas un problème, mais que c'est juste logique et que vous rentrez en connexion avec lui, que vous lui apportez ce regard de tendresse et d'amour, ça va cultiver son estime de soi, sa confiance en lui et sa résilience, sa capacité à affronter les épreuves plus tard. Alors que si vous le regardez avec un œil de ah, il va pas bien, il est différent, et que vous commencez à le regarder avec ce regard-là, ça va se ressentir à l'intérieur de lui, il va grandir avec ses croyances. OK? Donc la question, c'est pas comment je le contrôle, comment je contrôle ses colères, comment je contrôle ses cris. La question, c'est comment l'apaiser, comment j'apaise mon enfant. Et vous voyez, on passe dans autre chose. C'est pas comment je contrôle mon enfant. Ah ben on m'a dit de faire des câlins, donc j'ai fait un câlin, ça marche pas. Non, c'est pas comme ça. Si tu fais un câlin pour le contrôler, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va le ressentir. Lui, ce qu'il veut, c'est l'apaiser. Si je lui fais un câlin pour l'apaiser réellement avec tout mon amour, sans attendre de retour en retour, et ben là, ça va vraiment l'apaiser. Donc, faire attention à ça, ok? Faire attention à ça, on en parlera plus longuement, bien évidemment, ok? Donc, comment je l'apaise? Donc, encore une fois, le diagnostic, il va expliquer, il ne va pas définir. Et un diagnostic est une carte, c'est pas un destin. Ça nous donne des informations à un moment donné, c'est pas une destinée, ok? Ça doit pas euh, 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 vous faire dire et penser, bon, ben, mon enfant est TDAH, mon enfant a un problème, donc il va être condamné pour la suite, il va devoir suivre des trucs spécialisés et entre guillemets, on le condamne à un destin qui lui est promis, entre guillemets. Et ça, votre rôle, c'est justement de le protéger de ça. Le piège quand on colle une étiquette à un enfant, c'est qu'il va risquer d'apprendre à vivre à l'intérieur de cette étiquette. Ça, c'est le plus dangereux pour nos enfants. Quand on va lui coller une étiquette, il est TDAH, il est différent, il est jaloux, il est possessif, il est impulsif, il est contradictoire, etc. Il va commencer à lui-même se mettre cette étiquette, il va commencer à vivre à l'intérieur de lui-même. OK? Et c'est ce qui va créer les blessures émotionnelles. Donc faites attention aux étiquettes que l'on met à nos enfants. Encore une fois, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira toujours qu'il est stupide. Donc ça, c'est très très important à comprendre. On fait une petite pause. Comment ça va les filles? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que on suit? Ouais? Oui, on est là.
Ok, trop cool. Donc ça fait beaucoup d'informations. N'hésitez pas à prendre ce qui vous parle le plus et surtout à faire la parenthèse avec qu'est-ce qui est en train de me parler le plus à moi. Ok? Mm. Donc la question encore une fois, et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs fois les slides parce que c'est très important. La question que l'on doit se poser, que tu dois te poser en tant que maman, c'est pas comment je fais pour contrôler les crises, comment je fais pour contrôler mon enfant. La question à se poser, c'est comment j'apaise mon enfant, comment je l'apaise. Et vous savez très bien, il y aura une partie de comportement et de manière de faire avec lui, mais surtout, il y a une partie qui est émotionnelle à l'intérieur de vous. C'est très compliqué d'apaiser son enfant lorsque vous-même, vous n'êtes pas apaisé. C'est facile d'apaiser son enfant quand vous-même, vous êtes apaisé. C'est facile pour lui de lui faire retrouver du calme quand vous, vous êtes calme à l'intérieur de vous. Quand c'est la tempête à l'intérieur de vous, vous êtes d'accord avec moi, c'est très compliqué de l'aider à retrouver son calme. Parce que déjà, moi, il faut que je gère ma colère, il faut que je gère ma tempête à l'intérieur de moi. Donc déjà, ça passe avant tout, on en revient toujours et encore. Le meilleur moyen d'apaiser son enfant, c'est d'être cette maman apaisée. La maman apaisée ne se pose même pas la question de comment je fais pour l'apaiser. Ça devient naturel pour elle de faire les bonnes choses au bon moment avec son enfant. Quand on se pose cette question-là, c'est parce que déjà moi, c'est la tempête émotionnelle. Parce que déjà moi, je me pose plein de questions de j'en peux plus, comment je fais. Et là, je me pose la question de comment je fais pour l'apaiser. Mais tu n'auras plus cette question parce que quand tu sais t'apaiser toi-même, tu sauras naturellement apaiser ton enfant. On va prendre un exemple concret. Vous êtes en train de faire les courses un samedi au supermarché, donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, et là, votre enfant, ça pète. Il court, il crie, il déborde, achète-moi ce paquet de gâteaux, etc., etc. Et cetera. Et surtout, là, vous commencez à sentir les regards autour de vous. Qui a vécu cette situation déjà? Mm. Ça vous parle un peu? Et du coup, Oui. ok. Et du coup, vous vous figez. Et là, vous sentez les regards un petit peu en mode qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le pire, finalement, dans cette situation, c'est pas en soi la crise de notre enfant. C'est quoi? C'est la honte que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et Jugement des mots. c'est Mhm. ça qui va prédominer justement sur la crise. C'est la honte que je vais ressentir. Et ensuite, je vais penser quoi? Je suis une mauvaise maman. Pourquoi les autres enfants, ils font pas comme ça? Pourquoi le mien, il a un problème? Et en fait, je me sens complètement démuni, comme si j'avais pas d'outils. Et j'ai juste conclusion à cette fatalité qui fait mal en mode mince, je suis une mauvaise maman. Mince, je suis une mauvaise mère. Et du coup, ça amplifie tout ça. Et le but, c'est de se rendre compte que ce n'est pas que tu es une mauvaise maman, c'est pas qu'il y a des crises ou quoi que ce soit. La réalité biologique, c'est que tu as un système nerveux qui est complètement épuisé. Et que du coup, une goutte d'eau va faire déborder le vase et boum, ça explose. Donc là, on prend dans cet exemple-là, le problème n'est pas vraiment les cris, c'est surtout le sentiment de honte que ça va générer en moi, la culpabilité que je vais commencer à ressentir, et c'est ça qui va m'épuiser émotionnellement, et du coup, c'est ce qui va faire que, vu que je veux plus avoir honte, vu que je veux plus qu'il refasse ça et qu'il me refasse naître ce sentiment de honte à l'intérieur de moi, je vais le punir, je vais le juger, je vais avoir du ressentiment envers mon enfant. Alors que finalement, il n'a rien créé, il a juste rallumé à l'intérieur de toi un sentiment de honte. Parce que vous êtes d'accord qu'il existe des mamans ou même des papas qui, leur enfant va faire ça à l'intérieur du magasin et ils vont pas avoir un sentiment de honte. Ils vont être en mode, bon, il fait sa crise, ça va passer. Bref, ils vont réagir différemment. Donc, ça nous appartient. Et ça nous demande d'aller à l'intérieur de nous pour aller justement apaiser ce que l'on a besoin d'apaiser. OK? Maintenant, on va rentrer un peu plus dans des explications un peu plus scientifiques, les filles. Quand on parle du TDAH, mais c'est la même chose pour votre enfant s'il fait des crises et si vous sentez qu'il commence à bouger énormément, potentiellement, il pourrait avoir un TDAH. Le cerveau TDAH, c'est pas un caprice, donc un enfant TDAH ne fait pas de caprice. Même un enfant ne fait pas de caprice. Il y a justement un développement neurodifférent où il y a une explication biologique derrière ça. Ça veut dire quoi? Le cerveau TDAH, il va suivre le même chemin, mais à son propre rythme. C'est comme si il prenait un peu de retard. Donc peut-être que si ton enfant n'est pas comme les autres enfants, etc., c'est peut-être qu'il a un petit peu de retard. Est-ce que c'est grave? Non.
C'est pas grave. On ne doit pas le juger pour soi. Encore une fois, si on le juge par rapport aux autres, si on le juge à sa capacité à grimper aux arbres, eh ben, il va croire qu'il est stupide. Rappelez-vous de ce que disait Einstein. Parce que à l'école, qu'est-ce qui fait que l'on est bon à l'école? On Est-ce a que des bonnes notes. Est-ce que c'est notre... Non, sans parler de ça, sans parler des notes. Sur quoi justement on donne les notes à notre enfant? Est-ce que on juge les enfants à l'école sur leur capacité émotionnelle? Non. Sur leur Ah non. capacité à jouer? Non. Alors, j'ai des interférences. Je vais couper ton micro, si, s'il te plaît, juste parce que sinon, ça va couper un peu l'enregistrement. Euh, et donc, du coup, euh, si on juge notre enfant sur sa capacité à raisonner, à apprendre, à retenir les choses, eh ben, l'enfant TDAH, qui a un cerveau qui fonctionne différemment, va être jugé sur ce profil-là, alors que l'enfant TDAH, il a plein d'autres qualités que les autres enfants n'ont pas. Il a une capacité d'éveil, de jeu, de connexion, et c'est un enfant qui est encore plus curieux, il veut apprendre tout sur tout. Je suis, moi, TDAH, et pour autant, il a fallu que j'apprenne à me juger sur d'autres métriques que l'école. Donc finalement, le cerveau du TDAH, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même direction, le même chemin que le cerveau d'un enfant normal, entre guillemets. C'est juste qu'il se développe un petit peu plus, euh, avec un peu plus de temps. Il y a un décalage naturel de maturation, notamment dans les zones de contrôle. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on demande à l'école à nos enfants? Reste assis, reste sage, écoute. Sauf que lui, son cerveau n'est pas mature pour répondre à ces exigences. Et au lieu, et c'est ce que l'on devrait, et moi c'est ce qui me révolte, au lieu que l'éducation nationale, par exemple, se remette en question et se dise, il y a des enfants TDAH, donc on ne doit pas leur mettre des mauvaises notes, on ne doit pas leur faire sous-entendre qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit, on doit leur expliquer d'une autre manière, avoir un autre système éducatif. Mais non, on préfère remettre en question, on préfère diagnostiquer l'enfant et dire, lui, il est différent, lui, il est en retard, plutôt que de se dire, nous, on va remettre en question notre apprentissage qui évolue petit à petit, mais si on regarde sur les 50 dernières années, ça a un peu évolué, mais rien à voir avec l'évolution de la science et de ce qu'on apprend sur le cerveau de nos enfants. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça, les filles? Oui, oui, ça fait sens. Génial. Trop cool. Donc, certaines zones mûrissent plus lentement chez le TDAH, et ça, il faut l'accepter, et c'est OK. Ça veut dire que sa capacité à planifier, à inhiber, ça veut dire absorber l'émotion, la contrôler, attendre, la patience et se freiner, donc se réguler, c'est des fois impossible pour lui. Déjà, dites-vous que toutes ces quatre choses-là, pour un enfant de moins de 10 ans, c'est très, 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 très compliqué. C'est très compliqué. Il a du mal à planifier, inhiber, attendre et se freiner. Donc, il faut être indulgent par rapport à eux et que nous, on veut leur faire comprendre des choses parce que nous, aujourd'hui, on a un cerveau qui est fini d'être développé. Même s'il est plastique, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, notre cerveau, il est mature. Donc nous, on peut lui demander des choses, attendre de lui qu'il attende, qu'il se freine, qu'il se contrôle, sauf que lui, il n'a pas la capacité de le faire. Donc on a des attentes disproportionné vis-à-vis de lui, qu'il est incapable de remplir. Vu qu'il ne répond pas à ses attentes, ça nous énerve, ça nous agace, ça nous frustre, et ensuite on va le juger, le punir, etc. Alors, pourquoi? Parce qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et ça, c'est le plus important dans tout ce qu'on enseigne dans Maman Renaissance, c'est le plus important. C'est vraiment arrêtons de demander aux autres d'être différents de ce qu'ils sont. Et surtout, adaptons-nous à l'être humain en face de nous. Et quand j'ai un petit être de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans ou de 10 ans, ou un préado de 11, 12 ans, ou un adolescent qui est en pleine crise entre sa phase d'enfant à sa phase d'adulte, je ne peux pas exiger de lui des choses dont il n'est pas encore capable. Vous comprenez ça, les filles, ou pas? Génial. Oui, oui, je comprends. Génial. Si vous devez retenir une seule chose de cette conférence, c'est vraiment cette chose-là et de commencer à regarder vos enfants différemment et d'arrêter d'attendre l'impossible d'eux. OK? Arrêtez d'attendre l'impossible d'eux. Je vous donne un exemple. Quand le matin, c'est la course pour aller à l'école,
c'est notre monde d'adultes qui a défini que l'école était à 8 heures, que en plein hiver, alors que le soleil n'est toujours pas debout. Et en fait, dans le vrai cycle naturel de l'enfant, c'est très compliqué pour lui. C'est très compliqué pour lui de se lever à 7 heures du matin, des fois même à 6h30 du matin, parce qu'il y a de la route. C'est très compliqué pour lui. Et en plus de ça, avant même de lui demander, avant même de lui offrir ce qu'il a le plus besoin, ça veut dire du jeu, de la connexion, du bon temps, des rires, de la danse, des moments de connexion, on lui demande, habille-toi, va brosser les dents, fais ceci, fais cela, fais le sac, fais ceci. C'est l'armée en fait. C'est l'armée pour lui. On n'est pas à l'armée. Je suis désolé, on n'est pas à l'armée, les filles. Donc, attention à ça. OK? Good. Ok. Donc, souvent, c'est pas il ne veut pas, c'est il ne peut pas sur le moment. OK? Donc, quand vous vous surprenez, ah, mais il veut pas faire ceci, il veut pas faire cela, et ça nous agace, attention. Non. Euh, c'est il ne peut pas sur le moment. OK? Good. Yes, ici. N'hésite pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. Je répondrai à toutes vos questions. OK? Comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc, le cœur du TDAH, finalement, c'est quoi? C'est l'inhibition, donc le frein, plus les fonctions exécutives, le pilote. OK? Donc, ça veut dire quoi? Quand le frein est lâche, moins de frein, moins de pause, du coup, moins de choix, du coup, débordement. Blum, ça explose. OK? Beaucoup de parents le vivent, on en parle beaucoup trop peu. Et le comparatif neuroémotionnel, c'est que les émotions sont plus vives et plus rapides chez le cerveau TDAH ou chez un enfant qui n'a pas un environnement qui est très sécurisant émotionnellement. Ok. Donc le développement neurotypique, on voit que en termes euh, de déclencheur, c'est beaucoup plus lent qu'un enfant TDAH, et vous avez peut-être pu le voir, où les émotions, ça va très vite. Ça va très vite, ça monte très fort, très haut, très rapidement. Ok. Donc, les petits déclencheurs peuvent déclencher des énormes vagues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois un petit déclencheur peut déclencher des énormes vagues de tempête émotionnelle avant même d'avoir le temps de réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même qu'il puisse commencer à ressentir, il est débordé par son émotion, il explose. OK. Donc souvent, c'est pas un choix de sa part, c'est pas qu'il est capricieux, c'est pas qu'il a un problème, c'est pas non, c'est que juste il est en surcharge et il a une perte d'accès au calme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se calmer seul. C'est là où on voit la co-régulation émotionnelle avec la maman, c'est là où il a besoin de vous. OK? Donc, s'il déborde et que tu débordes aussi, qu'est-ce qui se passe, les filles? Eh bien, ça s'embrase. Ça s'embrase et ça amplifie tout. Donc ça veut dire que si déjà on a un enfant TDAH ou un enfant qui déborde émotionnellement et que vous, en tant que maman, vous n'avez pas cette moyen de le co-réguler parce que vous-même, vous êtes en train de déborder, vous-même, vous avez un trop-plein émotionnel, alors ça va embraser le conflit et ça va durer beaucoup plus longtemps que ça devrait durer. Le conflit entre le parent et l'enfant est inévitable. Il est inévitable. Il doit apprendre. Sauf que quand je suis apaisé, le conflit va durer 5 minutes, 10 minutes max. Je vais retrouver de l'apaisement, de la sécurité, je vais lui expliquer, boum, l'enfant il passe à autre chose, il est sécurisé, let's go. Mais quand il déborde et que je déborde et que je crie et qu'il crie et que je punis et que du coup il a du ressentiment et que du coup il pleure, après il a été puni, il n'est pas content, il me dit que je suis une mauvaise maman et que du coup ça m'énerve encore plus et que j'y vais, ça va durer 2 heures, 3 heures, un jour, 2 semaines, 3 semaines, un mois et c'est notre vie. Et c'est la relation qu'on a avec notre enfant. Alors que ça pourrait être beaucoup plus calme si vous-même, vous retrouviez du calme à l'intérieur de vous. Donc là, il y a une différence significative de niveau de stress perçu. En général, les familles avec les enfants TDAH sont, et c'est là où faire attention les filles à ce que je dis, attention à ne pas culpabiliser, à se dire, ah ben du coup, je suis une mauvaise maman. Non, 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 pas du tout. C'est surtout pas ça. C'est surtout de comprendre que il y a des causes plus profondes au TDAH et que c'est intéressant d'aller les voir, de voir qu'est-ce qu'il y a de commun pour justement pouvoir modifier ça. Et on voit que les enfants TDAH, la plupart, je dis pas tout le temps, la plupart du temps, on va voir qu'ils grandissent dans un environnement familial où ils ne se sentent pas profondément en sécurité parce que il y a maman ou même le papa, il manque aussi le papa et ça aussi c'est déjà un traumatisme pour l'enfant. Et il y a une maman qui est surchargée, la pauvre, parce qu'elle fait déjà tout, elle fait de son mieux. Et donc du coup, elle essaie de gérer au mieux et du coup, eh ben, ça crée un petit peu un environnement un peu hostile, mais dans le sens très stressant. Et du coup,
Le stress va favoriser le retard du développement du cerveau qui va pouvoir ensuite être diagnostiqué TDAH. Mais en gros, ça va encore plus figer le préfrontal. Et c'est les travaux de Boris Cyrulnik qui nous avaient montré ça, qu'un enfant qui ressent beaucoup de stress autour de lui va avoir un retard du développement du cerveau, ce que l'on analyse chez les TDAH. Donc, on voit qu'il y a une causalité entre l'environnement de l'enfant, l'environnement émotionnel de l'enfant et la maturation de son cerveau. Et que plus il est dans un environnement émotionnel sain, avec des parents sains émotionnellement, attention, on parle d'émotionnellement, apaisé, épanoui, ça va favoriser le bon développement de son cerveau qui va justement pouvoir se réguler assez rapidement. Là où, dans un environnement stressant, il va y avoir des retards de maturation au niveau du cerveau, surtout au niveau du préfrontal, qui va bloquer encore plus sa capacité à se réguler, à comprendre, à attendre, à être patient. Et c'est ce qui va amener tôt ou tard au diagnostic du TDAH. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça les filles ou pas? Oui, ça fait sens. Trop cool. Good. Donc, le but, c'est que, enfin, en tout cas, ce que tu vis aujourd'hui, c'est que tu portes, et du coup, le quotidien, il devient encore plus exigeant, forcément. Et il y a un cycle d'influence que l'on voit, c'est comment le stress parental façonne l'avenir. Donc, attention, on essaie de voir ça. Le stress parental, donc épuisement, réactivité, perte de patience. C'est normal. Si tu es une maman un petit peu dépassée, tu as un trop-plein émotionnel, forcément tu es épuisé, tu vas réagir plus vite et tu vas perdre ta patience. Et c'est totalement normal et logique. Et du coup, l'interaction avec l'enfant, ça va dénaturer un peu la qualité du lien, il va y avoir des conflits, il va y avoir de l'incompréhension. Et l'impact sur le long terme de ces interactions vont faire que ça va retarder le développement du cerveau de l'enfant, son estime de soi, sa confiance. Et du coup, ça génère aussi de la culpabilité chez la maman ou chez le papa. Et donc, du coup, ça nous restresse encore plus. Vu qu'on culpabilise, on est encore plus épuisé. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de se sortir et que peu de mamans osent regarder ça avec des yeux bienveillants, en se disant, OK, c'est pas que je suis nul, c'est pas que je suis une mauvaise maman, non, c'est juste que j'ai pas appris à faire autrement et qu'aujourd'hui, il faut que je prenne en urgence mon bien-être et que j'appuie moi me réguler, moi me calmer, retrouver de l'apaisement pour ensuite avoir une meilleure interaction avec mon enfant, donc avoir un meilleur lien avec lui, donc moins de conflits, plus de compréhension, et donc du coup, un meilleur développement pour lui, une meilleure estime de soi et de confiance en soi. Et on le voit de toute façon avec les mamans qu'on accompagne, dans beaucoup des témoignages, ce qu'on nous remène, c'est mon fils, il a changé. Mais c'est pas ton fils qui a changé. C'est jamais l'enfant qui a changé. C'est l'apaisement qu'il a retrouvé auprès de sa maman qui fait que ça a diminué les conflits, diminué les mouvements impulsifs, les comportements impulsifs, et donc du coup qui est en train de changer l'estime de soi de l'enfant parce qu'il y a beaucoup plus de liens et donc du coup on lui offre un avenir beaucoup plus périn. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça les filles? Oui. Ouais? Mhm. Génial, trop trop cool. Bravo à vous d'être encore jusqu'ici. Donc le but, voilà, c'est pas une guerre d'éducation. Il faut sortir de ce mode guerre. C'est une question de régulation. Donc ton enfant, il n'a pas besoin que tu te contrôles plus, il a besoin que tu te régules mieux. Je répète, les filles, c'est très 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 important. Ton enfant il n'a pas besoin que tu te contrôles plus. Ça veut dire quand tu as des émotions, ah ben non, je vais contrôler mon émotion, je vais pas lui montrer que je suis énervé, je vais pas le taper, je vais pas crier. Donc là, tu es dans le contrôle. Tôt ou tard, ça va péter et tu le sais très bien. Le besoin qu'il a, du coup, n'est pas que tu te contrôles, c'est que tu te régules mieux. C'est-à-dire que tu fasses un travail suffisamment profond pour que tu éradiques, entre guillemets, ces émotions négatives, qui est la tristesse, de la colère, de la culpabilité, pour que tu sois vraiment régulé. Et là, ton enfant, tu verras qu'il va se réguler mieux avec une maman qui est régulée. Donc ton enfant, il apprend à se réguler avec un adulte régulé. En gros, je te prête mon calme avant que tu trouves le tien. Et c'est ça qu'on doit comprendre chez nos enfants. Je te prête mon calme, je te prête mon apaisement avant que tu trouves le tien. Et il va apprendre à travers nous, à travers nos comportements, à travers notre capacité à ressentir nos émotions, de comment on gère nos émotions. Si moi-même je gère mes émotions en explosant, en criant, et que émotionnellement c'est sans dessous, qu'est-ce qu'il va apprendre, mon enfant? L'exemple que je suis en train de lui donner. Si moi-même je retrouve mon calme,
qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va mimer, il va me singer. Donc, il va apprendre comment on fait pour être calme. Qu'est-ce que ça signifie être calme? Comment on gère ses émotions? Est-ce que maman, elle s'autorise à ressentir ses émotions? Donc, du coup, ça veut dire qu'on a le droit. Si maman s'autorise à sentir ses émotions, ça veut dire qu'on a le droit de les ressentir. Par contre, maman, je vois que quand émotionnellement elle va pas bien, elle le cache. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'il faut cacher quand on va pas bien. On doit prendre sur soi. On doit se sacrifier. Et l'enfant va se sacrifier plus tard. Il fera pareil dans ses relations. Parce que c'est ce qu'il a appris. La rupture du lien, c'est un mécanisme de stress relationnel. Un visage, par exemple, adulte figé, absence de réaction émotionnelle parce que je suis débordé, parce que j'en ai marre, parce que je me sens invisible, je me sens transparente, je me sens seule, mon conjoint qui me regarde plus, ou alors je suis seule, je souffre de cette solitude, et donc du coup, ben, je suis une femme qui est pas pleinement épanouie, donc du coup, je suis cette maman qui est pas pleinement épanouie, et donc du coup, on voit que le niveau de stress, de cortisol grimpe en flèche. Je sais pas si vous avez déjà vu cette expérience sociale, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux, où il y a une maman qui est en lien avec son enfant, un enfant en bas âge, et elle le regarde profondément, elle sourit, elle est en interaction avec lui. Et vous voyez le visage de l'enfant qui est en mode émerveillé, génial, l'enfant va super bien. Et à un moment donné, la même maman qui, pendant plus de 5 minutes, va se figer, c'est-à-dire elle va figer son visage. Plus d'expression, au début, l'enfant ne comprend pas. Elle va commencer à la toucher pour déclencher des réactions et on voit que ça part crescendo. Ça veut dire quoi? Au début, elle va juste faire ça, au juste, elle va juste essayer de tirer l'attention. Au bout d'un moment, elle va elle-même commencer à se mettre en colère, elle va commencer à crier et là, elle va commencer à exploser, donc crier, limite taper et tout. Pourquoi? Parce que elle veut déclencher une réaction dans le visage de sa maman. Elle veut retrouver cette sécurité émotionnelle. Donc peut-être que parfois aussi nos enfants, quand ils explosent, ils crient, ils tapent, tout ça, c'est peut-être parce que ils ont perdu cette connexion émotionnelle avec nous. Et que peut-être que si on est en mesure de leur redonner, peut-être que le stress de l'enfant va baisser, le cortisol du coup à l'intérieur de son cerveau et de son corps va baisser, et donc du coup les réactions vont se calmer, ils vont retrouver plus de paix. Encore une fois, la paix à l'intérieur de mon enfant va être synonyme et le reflet de la paix à l'intérieur de moi-même. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça les filles? Oui, ça fait sens. Ouais. Mais je me permets, Alors juste, Flore, juste les questions, on les prendra à la fin de la conférence, si c'est OK pour toi. d'accord. Yes, merci. Good. Donc, quand tu deviens froide ou même robot, ben, son système, il panique. Et on le connaît tous, c'est ce moment où on va être figé, où on va commencer à mettre un plus de distance avec nos enfants. On va être en mode robot, ça veut dire je rentre, j'ai ça à faire, la bouffe, le ménage, le ci, le là. Allez, boum, va faire tes devoirs, va faire ceci, va faire cela. Et ensuite, ah mais il m'écoute pas. OK. À aucun moment, il y a du lien ici. À aucun moment, il y a du lien. À aucun moment, il y a de la connexion et on est en mode robot. En gros, déjà qu'ils ont passé 8 heures assis dans une salle de classe, eux, ils rentrent, ce qu'ils veulent, c'est maman, jouer, lâcher. Non, c'est encore la guerre. Va faire ceci, va faire cela. Moi, je suis déjà stressé. Faut que je fasse le ménage. Moi aussi, est-ce que mon besoin d'amour et de connexion est rempli? Non, absolument pas. Mon conjoint qui me parle pas, le ci, le là, fait que tout ça crée un environnement ultra stressant pour toi, pour lui. Et donc, du coup, son système, il panique parce que son système a juste besoin d'amour, de jeu et de reconnaissance. OK? Donc le cadre, il aide uniquement quand le lien il est vivant. Ça veut dire que quand vous vous surprenez à tout le temps donner des règles ou des manœuvres à suivre sans prendre soin du lien, ça ne sert à rien. Ça aggrave constamment le problème. D'abord le lien, ensuite les règles. D'abord le lien, ensuite les règles. Constamment. OK? OK. Le système nerveux, il cherche la sécurité avant tout. OK? Sans la base de la sécurité, l'accès au social et au calme reste biologiquement verrouillé. Donc ça veut dire que l'enfant, il a un besoin intrinsèque de sécurité. Comment il se sent en sécurité? À travers l'état émotionnel de sa maman et la connexion avec sa maman. Je dis avec sa maman, mais ça peut être avec son papa. C'est juste que, en général, l'enfant est plus proche de maman quand on est avec des mamans solo ou en général, les mamans sont plus proches des enfants. Je ne veux pas faire de généralité. C'est juste que c'est ce qu'on voit, nous, chez Maman Renaissance. OK? Malheureusement. Le social, engagement et connexion, ça va dépendre de sa sécurité émotionnelle. Un enfant qui se sent en sécurité émotionnelle, qui a confiance en lui, il va avoir des facilités à explorer le monde.
des facilités à aller jouer avec les autres enfants, que ça se passe bien, et sa capacité à se réguler, à apprendre dans le calme. Un enfant qui n'a pas cette sécurité, cette fondation indispensable, il va avoir un problème de connecter avec les autres enfants, et il va avoir du mal à se réguler et rester calme. OK? Donc la sécurité avant tout. S'il ne se sent pas en sécurité, il ne va pas coopérer, il survit. Donc ça, c'est pour toutes les mamans qui veulent action-réaction de leurs enfants. Je te dis ça, tu dois faire ça. Non. S'ils ne se sent pas en sécurité, il va jamais coopérer, il est en mode survie. Donc la relation façonne le cerveau, la relation que j'ai avec mon enfant façonne son cerveau, et son cerveau va déterminer sa capacité à se réguler. Et de toute façon, il y a énormément d'études scientifiques. Là, il y a plus de 20 études scientifiques qui ont été sorties sur les TDAH à ces dernières années, parce que c'est vrai que c'est beaucoup à la mode en ce moment. Et on voit bien que sur les études, alors oui, il y a de la médication qui peut aider, même si moi je suis anti-médicament, justement, surtout pour des enfants calmes. Mais on voit que ça peut les aider sur du court terme. Mais sur le long terme, le meilleur axe de développement et de maturation du cerveau, donc ça veut dire la guérison du cerveau TDAH, en tout cas l'apaisement des symptômes, passe par la relation, constamment passe par la relation et des relations apaisantes avec du lien profond, du lien humain qui est profond. OK? Un enfant heureux est un enfant sécurisé. C'est Boris Cyrulnik qui nous dit ça. Est-ce que vous connaissez Boris Cyrulnik? Ouais, vous Pas connaissez? du Oui, tout. Non? Ah, ok. oui. Quelques-unes? Ok. Voilà. Et il a fait des travaux incroyables. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai énormément appris de lui. Et effectivement, dans toutes ces recherches, et ils le voient, ils font de la neuroimagerie, on voit que un enfant qui est heureux, c'est un enfant sécurisé qui va avoir un cerveau qui est vraiment en plein, il fonctionne à son plein potentiel, et donc du coup le préfrontal est bien développé. Donc c'est-à-dire que c'est un enfant qui petit à petit apprend à vite se réguler, à être émotionnellement plus stable et à contrôler ses émotions. Là où un enfant qui n'est pas heureux, du coup, n'est pas sécurisé, et là, à ce moment-là, ben, ça crée justement le pourquoi vous êtes ici. Donc, je suis accueilli, même quand je déborde, sans être laissé faire. C'est ce que votre enfant doit comprendre. Il doit comprendre que même quand il déborde, parce qu'il ne connaît pas encore les règles, on doit justement lui apporter du lien et de l'accueil avant d'exploser et d'expliquer les règles. C'est là où ça différencie l'éducation positive, où le message des fois est mal compris sur ah ben, je suis laxiste, du coup il déborde et du coup c'est la porte ouverte à ce qu'il fasse n'importe quoi. Non, d'abord le lien, après les règles. Rappelez-vous, d'abord le lien, après les règles. D'abord je t'accueille. Et on le voit bien, et c'était le sujet un petit peu du coaching d'hier que l'on faisait avec les mamans. On le voit bien, plus je réprime quelqu'un pour quelque chose, plus ça l'amplifie. C'est-à-dire que plus je réprime la violence de mon enfant, plus il va être violent. Plus, et c'est un paradoxe, c'est un grand paradoxe, plus je l'aime pour sa violence ou dans sa violence, plus sa violence va s'atténuer. Parce qu'il apprend que je suis aimé même quand j'ai ces réactions. Du coup, je me sens en sécurité avec maman. Et paradoxalement, il n'aura plus besoin d'aller à ce niveau-là d'expression, de violence, pour avoir votre attention. Il se sent aimé quoi qu'il arrive. Du coup, il n'a pas besoin de développer toutes ces stratégies pour aller chercher votre attention. Un enfant a besoin d'une nourriture affective pour déployer son potentiel. OK? Donc, un enfant qui n'a pas cette nourriture affective va être un enfant avec des carences. OK? Donc, les résultats concrets de tout ça, moins de cris, plus de coopération et surtout des routines qui sont plus fluides et des routines qui sont basées sur le lien et pas sur les règles. D'abord le lien, ensuite les règles. Donc, ce n'est pas un problème de volonté de votre enfant, c'est un cerveau en surcharge. C'est comme vous. Vous voyez bien que des fois, vous avez envie de bien faire et vous ressentez trop d'émotions et là, vous explosez. Ça vous arrive? Ou en tout cas, vous criez ou alors vous vous surprenez à dire ou faire des choses dont vous n'êtes pas d'accord au fond avec ça. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tout à Oui. fait. Et chez nos enfants, c'est encore pire parce que dites-vous que nous-mêmes, ça nous arrive alors qu'on a un cerveau qui est mature. Et même avec un cerveau mature, quand je ressens trop d'émotions fortes, je ne peux pas les canaliser, du coup j'explose. Et ensuite, quand mon cerveau va se calmer et que mon préfrontal va se réactiver, c'est là où je vais culpabiliser parce que je reprends conscience de ce que j'ai fait. Mais vous vous rendez compte que c'est comme si c'était une autre personne qui avait explosé, comme si on était un petit peu deux personnes différentes. On est la personne qui retrouve son calme et la personne qui des fois réagit impulsivement. Est-ce que ça, vous le voyez? Oui, Oui.
Yes. Et donc, du coup, c'est pas que j'ai un problème de volonté et que je craque. Non, c'est que je suis en surcharge et donc, du coup, j'explose. C'est pareil pour nos enfants. Ils n'ont pas de problème de volonté, ils n'ont pas de problème d'obéissance ou quoi que ce soit. Ils ont un cerveau en surcharge et du coup, quand on est en surcharge, on décharge, L'explose. on explose, on décharge. OK? Et donc, du coup, à ce moment-là, le but, et vous, c'est le travail à faire, c'est pas de condamner le comportement parce que ça a explosé, c'est de comprendre pourquoi ça a explosé. Et en général, on y revient. Pourquoi ça a explosé? Manque d'amour, manque d'attention, manque de reconnaissance, des blessures émotionnelles qui sont réactivées, et ça vient appuyer, mettre du sel sur mes blessures, et du coup, vlam, ça fait mal et ça explose. Et c'est pas qu'il fait exprès votre enfant, c'est qu'il a des il ne peut pas inhiber et ses fonctions exécutives sont fragiles. C'est vraiment ce qu'on doit comprendre ici. Ok. Donc quand ça déborde, ben, l'enfant, et c'est comme nous, hein, il y a moins de freins, moins de pauses, moins de choix. Ok. L'idée reçue de il n'écoute pas, il peut écouter, mais pas en pleine tempête. Il peut écouter, mais pas en pleine tempête. Je prends n'importe qui d'entre vous, les filles, là, et je vous mets hors de vous. Ou alors vous êtes hors de vous. Vraiment, là, vous êtes en grosse colère. Si je vous explique calmement qu'il faut pas se mettre en colère, et que parce que ça sert à rien et que c'est... Est-ce que vous allez m'écouter? Non, Non. ça ne fera pas. Vous allez me dire, mais ta gueule, toi aussi. Vous allez dire, dégage, qu'est-ce que tu me dis là? Me saoule pas. Parce que dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de chut, décompresser, relâcher. D'abord, on explose. Et une fois qu'on a fini d'exploser, on doit avoir un moment où on se calme. Et là, quand on est calmé, là, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je peux revenir vous voir et de venir vous voir en disant, OK, tu vois ce qui s'est passé tout à l'heure. Et là, je peux t'expliquer. Tu vas pouvoir m'écouter. C'est pareil pour nos enfants. On essaie de leur expliquer les choses quand ils ne peuvent pas nous entendre. Et quand vous-même, quand vous le vivez, vous ne pouvez pas entendre. Donc, comprendre que si moi déjà qui suis adulte avec un cerveau mature, je ne peux pas comprendre quand on me parle, quand je suis énervé ou débordé émotionnellement, comment je veux attendre à mon enfant qu'il m'écoute quand lui-même il est en tempête émotionnelle? Je ne peux pas. Et donc, du coup, ça vient me frustrer parce que je me sens pas comprise, pas entendue, alors que c'est pas qu'il n'écoute pas. C'est pas qu'il ne t'entend pas, c'est qu'il ne peut pas pendant sa tempête. C'est comme si vous demandiez à un aveugle de vous voir. C'est comme si vous demandiez à un sourd d'entendre ce que vous lui dites. Et vous allez vous énerver contre lui parce qu'il ne vous entend pas. C'est comme demander à un muet de vous expliquer les choses avec des mots alors qu'il ne peut pas. Et vous allez l'engueuler pour ça et le punir parce qu'il faut parler. Il faut se calmer. Il ne peut pas. Ça, c'est vraiment la grosse prise de conscience que vous devez avoir. C'est de arrêter de demander à nos enfants et même à nous-mêmes des attentes irréalistes dont ils ne sont pas capables de répondre. Et nous, c'est pareil. OK? Donc les émotions, elles sont plus intenses, elles sont plus rapides. Si tu parles à un cerveau hors ligne. Tu parles à un cerveau qui ne peut pas t'écouter. Donc c'est d'accepter aussi, et ça fait mal, que des fois ton enfant, il ne t'écoute pas. Que des fois ton enfant, il va pas comprendre tout ce que tu lui dis. Et c'est OK. Il faut être plus patient, tranquille. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile à accepter quand je comprends ça. Et surtout quand j'ai guéri mes blessures émotionnelles, que je me sens plus calme, que je me sens plus doux émotionnellement à l'intérieur de moi. Alors que quand je suis débordé, je vais tout prendre personnellement. Et donc du coup, je vais exploser derrière. On n'éduque pas un enfant en tempête, on l'abrite. On n'éduque pas un enfant pendant qu'il est en tempête émotionnelle. On ne l'éduque pas, on lui explique rien. On l'abrite, on le sécurise, on lui amène de l'amour. Ensuite, les règles. Ensuite, les choses. Et ça paraît contre-intuitif de l'éducation qu'on nous a apportée. Parce que nous, quand on explosait ou quand on faisait des choses, ben boum, on nous tombait dessus. Et c'est contre-intuitif d'aller apporter de l'amour sincère et profond à son enfant lorsqu'il a cassé quelque chose, lorsqu'il a tapé son frère, lorsqu'il a tapé sa sœur, lorsqu'il a fait une bêtise, une grave bêtise. On nous a appris quand on fait des bêtises, quand on tape et tout, vloum, on tombe dessus. Du coup, à ce moment-là, on ne l'éduque pas. On est juste en train de réprimer quelque chose de naturel en lui. D'abord, on l'abrite, d'abord, on l'accueille, ensuite les règles. Et vous verrez que quand vous faites ça et que vous mettez le lien avant les règles, il se passe des miracles avec nos enfants. Donc d'abord le calme, la logique ensuite.
l'apprentissage après. D'abord le calme, d'abord la sécurité, d'abord l'amour, d'abord le lien, ensuite la logique, ensuite l'apprentissage. Si vous faites ça, vos enfants vont apprendre à une vitesse fulgurante. Fulgurante. OK? Pourquoi les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage à l'école, vous les mettez dans des jeux vidéo, ce sont des génies sur les jeux vidéo, ils jouent mieux que des adultes. Parce qu'ils jouent. Ils jouent. Ils ont du jeu. Ils sont contents de jouer. Et du coup, ils apprennent ultra vite. Et si vous les jugez à leur capacité à apprendre sur un jeu vidéo, ils auront 20 sur 20 sur toutes les notes. C'est juste que dans cet espace-là, ils se sentent en sécurité, ils jouent, ils se sentent bien. Dans un environnement stressant, ils se sentent pas bien et donc du coup, ils ont du mal à apprendre. Je ne peux pas apprendre bien quelque chose quand je suis stressé, quand je sens la pression, quand je suis sous pression de maman, de l'école, des notes. Je ne peux pas apprendre de manière pérenne et profonde. Plus je suis calme, plus je joue, plus je suis dans un espace émotionnel qui est serein, plus j'apprends rapidement. D'abord le calme, ensuite l'apprentissage. OK? Et sachez, D'accord. deux systèmes en alerte ne s'apaisent pas. Votre enfant en alerte plus vous en alerte, vroom, ça s'embrase. OK? Donc ça ne s'apaise pas. L'idée reçue, si ton enfant il n'écoute pas, il faut être plus dur. Il faut y aller plus. Il faut être plus dur. Sauf que tu vois bien que plus tu montes, plus il se ferme. Plus tu essaies d'être directif, plus tu essaies de crier, plus tu essaies de lui imposer ce que tu veux lui imposer, plus il se ferme. L'adulte peut devenir le frein externe temporaire. Ça veut dire que même si vous n'interviendrez pas, il se calmerait par lui-même, mais vu qu'il est crié, puni, grondé, ça enlève encore plus le frein et du coup ça explose encore plus. En gros, ça alimente le feu. En gros, quand un enfant est en tempête émotionnelle et que vous essayez de lui expliquer, de le gronder, de le réprimander, vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu. C'est ça. De l'huile sur le feu. Du coup, rupture de lien, le stress qui monte, et donc du coup, ça explose. La sécurité va définir le lien avec votre enfant et va lui permettre de retrouver le calme tout seul, step by step. Mais pour ça, il faut qu'il l'apprenne. Ce qu'on appelle la théorie polyvagale de Porges, c'est la sécurité va définir son engagement social et qui va définir sa capacité à être calme. Ton ton de voix, ça peut être un médicament ou un déclencheur, le ton que l'on utilise. Ta présence, c'est une consigne. Ça veut dire que si vraiment, et je vous le souhaite, que vous arrivez à ressentir en vous un profond sentiment d'amour pour vous, d'abord, pour vous, une belle estime de soi, une belle confiance en soi, que vous sentez profondément apaisé, votre simple présence va affecter vos enfants ou ton enfant. Et rien que cette présence-là est une consigne, parce qu'il y a de la sécurité. Et du coup, il n'y a pas besoin de répéter ou de dire des choses, parce que l'enfant reçoit déjà la consigne. Garde le lien vivant pendant que tu poses le cadre. À chaque fois que vous posez le cadre, le lien doit rester vivant et intact. Vous devez préserver le lien au maximum. C'est la chose la plus importante, le lien. OK? La paix ne vient pas de ta patience, elle vient de ton système nerveux, de son système émotionnel. Donc la paix ne viendra pas parce que tu es patiente. Non, la paix, elle viendra parce que tu vas retrouver de la paix à l'intérieur de toi, de ton système. Donc le stress parental est plus élevé, c'est pas toi, c'est la charge. Si tu t'appuies sur ta force seule, tu vas t'épuiser. Donc je sais que vous avez toutes appris ici à être forte. Sauf que peut-être que c'est fini ce modèle-là et que vous n'avez pas besoin d'être plus forte. Non, vous avez besoin de plus d'amour, plus d'attention, plus de reconnaissance, plus d'amour de Ouais. soi. OK? On a trois leviers ici, le régulation de la maman, une structure qui sécurise et une connexion avant la correction des comportements. Donc, tu ne peux pas apaiser si tu es en survie. Est-ce que vous l'avez bien compris, ça, les filles? Ça, c'est très, 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 très important.
Ouais, c'est bien ça. Oui. Génial. Yes. Et si ça fait monter des émotions, lâchez les filles. Re- Ressentez. S'il y a besoin de pleurer, pleurez. S'il y a besoin de ressentir des émotions, ressentez. OK? Donc, comprendre qu'on ne peut pas apaiser si on est en survie. Le cerveau TDAH, il aime la clarté. Court, simple, répétitif. Court, simple, répétitif. Quand vous vous surprenez à partir des explications trop longues, etc., ça ne sert à rien. Le cerveau TDAH aime la clarté. Court, simple, répétitif. D'abord le lien, ensuite le cadre. D'abord le lien, ensuite le cadre. D'abord le lien, ensuite les règles. D'abord le lien, ensuite le cadre. D'abord le lien. Tout le temps, le lien, le lien. Tu ne changes pas un enfant TDAH, tu changes son écosystème. Tant que vous êtes, tant que vous êtes obstiné à vouloir changer votre enfant, vous allez empirer le problème. Vous devez être obstiné à changer l'écosystème et l'environnement émotionnel dans lequel vit votre enfant. Et là, et là, votre enfant changera parce que vous avez abandonné l'idée qui doit changer. Et c'est le plus grand paradoxe de cette terre. Plus je veux changer quelqu'un, plus j'amplifie son comportement. Pourquoi? Parce que nous, c'est pareil. Est-ce qu'on a envie de sentir le regard de quelqu'un qu'on aime qui veut nous changer? On ne se sent pas aimé quand on veut nous changer. Si tu es mon ami, ma femme, mon enfant, mon frère, ma sœur, quelqu'un que j'aime plus que tout sur cette terre et que je ressens dans ton regard que tu as envie de me changer et que tu ne m'acceptes pas pour qui je suis, ça me brise, ça me fait mal. Et qu'est-ce que je fais derrière? J'explose. Ça va créer de la violence, ça va créer de la révolte, ça va créer de la colère en moi. Donc on ne change pas un enfant TDAH. On ne veut pas changer son enfant. On veut changer son regard sur lui et l'environnement émotionnel dans lequel il vit. Et surtout, je dois l'accepter pour qui il est. Donc, avant d'aller plus loin, les filles, je vais vous offrir quelque chose de vraiment concret. OK? Est-ce que ça vous intéresse déjà? Bien sûr. OK, ça vous intéresse. Ce qu'on va faire, est-ce que vous êtes toutes sur le groupe WhatsApp? Oui. Oui, Génial. Je vous l'envoie de suite. Donc, ce qu'on fait, je vous l'envoie sur le groupe WhatsApp. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que des mamans utilisent au cœur des débordements. C'est pas une méditation simple, c'est une régulation du corps et de l'émotion. En 3 minutes, pour vous. donc ça va durer 4 minutes. Ça dure 4 minutes. Le but, c'est de faire redescendre le corps, le système émotionnel et du coup ton enfant également. Donc, ce que l'on va faire, donc là, on devait le vivre ce midi, mais on n'aura pas le temps. Maintenant, je vous le donne de suite. Hop, conférence, hop. Alors, document, je l'ai ici, hop. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone. Et comme ça, vous y aurez accès. À certains moments, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Ouais, j'ai bien reçu. Moi aussi. C'est Je bon, l'ai vous avez les reçu. filles? Oui. Oui, Trop tout cool. à fait. Ok, trop trop cool. Alors, hop, juste un instant. Hop, 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 hop. Alors, hop, ok, hop, voilà. Donc, les filles, prochaine prise, prochaine chose qui se passe avec votre enfant. Dès que vous sentez que vous êtes... Alors, attendez pas d'être au bord de la crise. Anticipez-la. Normalement, vous le sentez arriver. Vous sentez que vous êtes en train de bouillir. Et en général, c'est au bout de ces 15, 20, 30 minutes après où vous explosez vraiment. Quand vous sentez que ça commence à bouillir, que ça commence à vous agacer, que votre enfant, vous êtes en train de vous dire, là, il est en train de m'énerver, c'est en train de monter, là, c'est en train de... Hop, vous prenez ces 4 minutes, les filles. Ces 4 minutes. Vous devez le faire. Vous prenez des écouteurs, un casque, votre téléphone. Vous partez dans les toilettes ou dans votre chambre. Vous vous fermez à clé et pendant 4 minutes, vous faites cet audio-là. Vous allez voir que ça vous permet de ressentir fortement, de lâcher et ensuite de retrouver du calme. Et vous verrez que si vous le faites suffisamment, en tout cas, ça va vous aider. Attention, dans ce audio, il n'y a rien de miraculeux. Ça va pas remplacer un travail émotionnel profond, fort, mais ça va déjà vous aider. Ça va déjà vous aider
à vivre un petit peu mieux au quotidien. En gros, c'est un Doliprane. Le Doliprane ne va pas vous aider à guérir le problème de fond, il vous fait vous sentir mieux sur le coup. Donc, ce n'est pas une solution magique. Par contre, ça va vous faire du bien sur le coup en attendant. Mais je vous invite vraiment à aller beaucoup plus en profondeur. OK? Ok. Donc, on voit que le système nerveux, il a besoin de répétition, il a besoin de sécurité, de cadre humain. Et c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu le portes seul aujourd'hui. On n'apaise pas un système nerveux épuisé seul, on l'apaise en relation. Mm. Donc, notre approche, et on va passer assez rapidement là-dessus, mais vous connaissez peut-être, et je sais qu'ici, il y en a qui connaissent, notre méthode de libération neuro-émotionnelle qu'on utilise depuis plus de 6 ans. Ce que ça change dans tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est que ça régule le corps, ça libère l'émotion. Donc, au lieu de contrôler l'émotion comme on a vu, on la change et on la traite en amont. On sécurise le lien et on transforme le quotidien. Ce qu'on ne fait pas, voilà, c'est pas de dressage, pas de culpabilité, pas de méthode rigide. Ça, c'est ce que l'on fuit comme la peste. Donc, on travaille sur le système nerveux chez la maman, chez l'enfant, dans la relation. On a un accompagnement, donc je pense que vous connaissez ici, on n'est pas beaucoup, mais je pense que la plupart d'ici, vous connaissez l'accompagnement maman en naissance. C'est 3 mois pour changer durablement du coup nos automatismes. Le but, c'est de ne pas être seul, c'est d'être accompagné, soutenu, guidé par aussi des accompagnantes, formées, supervisées et surtout très très humaines. C'est ce qui revient ici, c'est que on a un groupe de mamans ultra engagées et on a une communauté qui est vraiment exceptionnelle, qui fait qu'on se sent moins seul et ça déjà, ça compte beaucoup. Et du coup, tout commence par une conversation avec un coach si vous le désirez. Donc, au lieu de vous proposer directement un appel avec un coach, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer sur la semaine de coaching offerte. Je ne sais pas si vous l'avez fait, cette semaine de coaching offerte. Faites-la. Honnêtement, prenez du temps pour le faire et faites-la si vous pouvez le faire. Il y a 5 jours en tout et vraiment, sur ces 5 jours-là, ça pulse vraiment. Ça va déjà vous permettre de comprendre pas mal de choses. OK? Donc, si ça vous intéresse, les filles, je vais vous mettre le lien. Je vais essayer de trouver le Oui. lien de la semaine de coaching offerte. Comme ça, vous pouvez directement le faire en entier. Tac, 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 tac. Alors, comment je fais? J'en ai juste pour une petite seconde, les filles. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ça. OK. Donc, comment je fais pour vous l'envoyer? Ah, je crois que c'est bon. Dites-moi, les filles, si vous l'avez bien reçu, je vous le mets dans le chat. Je l'ai pas reçu, moi, Maxime. Attends, c'est Non, parce que c'est parce que je ne l'ai pas là, je envoyé. suis. Là, je suis en train de l'envoyer. Donc là, normalement, c'est bon. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Donc là, je l'ai envoyé là et je vais essayer de l'envoyer sur WhatsApp pour que vous ayez les deux. Tac, tic, tac, tic, tac. Je l'envoie aussi sur WhatsApp, les filles, comme ça, vous l'auriez. Vous l'aurez, pardon. Oui, j'ai reçu. Voilà, comme ça, vous arrivez directement sur le jour 1. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez directement passer au jour 2, au jour 3, au jour 4. On vous a tout mis, on vous a tout condensé sur cette page. Comme ça, vous pouvez ensuite passer au jour 2. Donc là, si je fais jour 2, vous avez directement le jour 2 qui se charge, le jour 3, le jour 4, etc. OK? Ouais, super. Ok. Génial, les filles. Du coup, on en revient aux questions. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Oui. Alors, j'ai une question. Je suis une maman solo. J'élève mon fils toute seule depuis il a 3 ans. Il en a bientôt 8. Je fais le rôle de maman et de papa aussi. Et j'ai beaucoup de mal. Il a énormément de mal à gérer ses émotions. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'ait pas de... Désolée, hein. Est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas de papa présent? J'essaye de faire tout ce que je peux, mais c'est un petit peu compliqué. Puis je travaille en 5-8 à côté, donc je passe ma vie à travailler ou à nettoyer la maison ou à m'occuper de mon fils. J'ai regardé beaucoup de vos vidéos et je sais qu'il faut pouvoir prendre du temps pour soi, mais j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps pour moi, en fait.
Ok. Bon, Flore, tu me permets Désolée, je suis de te désolée, répondre. Non, pardon. non, non, ne t'excuse surtout pas de ressentir tes émotions. Excuse-moi. Ne t'excuse pas de ressentir tes émotions. On s'excuse pas de ressentir des émotions. Ok, Flore. Bon, déjà, premièrement, tu me permets d'être un peu confrontant, mais c'est très bienveillant. D'accord. Dans un premier temps, ce que tu dis n'est pas vrai. Le fait que tu sois là montre que tu as pris du temps pour toi. Le fait que tu as regardé pas mal de vidéos montre que tu as pris du temps pour toi. Alors, c'est peut-être pas ce que tu attends, ce que tu espères, mais déjà, tu es déjà en train de te mettre un truc de hey, faut que ça change. Donc déjà, tu peux être plus douce avec toi, te féliciter de ce que tu es en train de faire, parce que très peu le font. Très peu de mamans le font. Donc D'accord. déjà, tu sais prendre du temps pour toi, tu viens de le montrer là, et ça, il faut déjà que tu l'intègres. Dans un D'accord. deuxième temps, il y a des choses que tu peux contrôler, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler malheureusement. Malheureusement, sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, quel est le seul pouvoir que l'on a, les filles? C'est un devoir ou un pouvoir d'acceptation. Je vais mourir, c'est une certitude. Je ne peux que l'accepter. Malheureusement, ton enfant, il n'a pas son papa, il n'a pas son papa, ça, tu ne peux que l'accepter. Maintenant, là où as du pouvoir, c'est tout ce que ça génère en toi et tout ce que tu es en train de ressentir là maintenant, Flore. C'est Oui. ça, c'est ça que tu dois, je ne veux pas dire traiter, c'est de ça ce dont tu dois te préoccuper. C'est pas la situation en elle-même, même si elle est challengeante, cette situation. C'est toute l'histoire que tu te racontes vis-à-vis de cette situation qui doit réveiller d'anciennes blessures plus profondes. D'accord. Tu vois, des blessures plus profondes de on ne m'aime pas, je mérite pas d'être aimé, papa, maman, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation. Et du coup, Ouais. ça fait que ça met de l'huile sur le feu encore plus fort, qui fait que toi-même, tu es déjà ici émotionnellement. Donc ton enfant, Oui, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu une. Alors, je suis maman plus parce que je lui donne un amour inconditionnel parce que j'ai pas eu l'amour moi étant petite et donc du coup, je pense que je lui donne trop, mais je veux tellement pas qu'il souffre comme moi j'ai souffert que je donne trop. Mais c'est pas grave, je donne. c'est OK. Et déjà, d'une, aucune maman au monde ne donne trop à son enfant. Ça, c'est du bullshit. Et tu vois à quel point tu dois te justifier de donner de l'amour à ton enfant. Lundi, c'était pareil en coaching. C'est-à-dire qu'on est dans une éducation aujourd'hui, là, l'éducation française que l'on a en Occident, c'est tu donnes trop à ton enfant, tu l'aimes trop, tu le couves trop. Mais à quel moment on aime trop quelqu'un? À quel moment on aime trop son enfant? On ne l'aime jamais assez, nos enfants. On les aime jamais assez. On peut toujours les aimer encore plus, encore mieux. Et ton enfant ne reçoit pas ce que tu penses lui donner. Il reçoit ton état émotionnel. Donc, c'est pas parce que je pense donner tout mon amour que moi je n'ai pas reçu qu'il reçoit tout l'amour que tu n'as pas reçu. Lui il va Oui, recevoir ton état émotionnel. Il va recevoir ça. C'est le message qu'il reçoit. Donc, ça se trouve que l'histoire que tu te racontes, ça se trouve, il la vit différemment, lui, à l'intérieur de lui. Et c'est là où le plus difficile dans le travail qu'on doit faire, c'est de remettre en question nos certitudes, remettre en question nos certitudes de ce qu'on croit penser et de plus analyser notre enfant. Si mon enfant reçoit de l'amour inconditionnel à fond et qu'il se sent en sécurité, alors il n'y a pas de problème avec lui. S'il y a des problèmes d'impulsion de ci, de là, peut-être que il se passe des choses que je ne comprends pas encore, mais que du coup tu es en mesure d'apprendre au fur et à mesure. Tu comprends, Flore? ok. Ok. Mais la priorité pour toi, Flore, c'est de continuer à faire ce que tu fais, à prendre du temps pour toi et surtout de t'apaiser. Donc là, va sur la semaine de coaching offerte, va Oui, continuer. Tu vas déjà retrouver un petit peu d'apaisement, mais il n'y a rien de miraculeux dans le sens où c'est à toi de continuer encore et encore, de passer en priorité. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais et de retrouver de l'apaisement. C'est OK, Flore? mais votre parole elle me fait beaucoup de bien en tout cas. Ok, cool, génial alors. Top, good. Top, top, top. Est-ce qu'il y a une autre question, les filles? Je prendrai une dernière question s'il y a une dernière question. Ouais, si, si. Ton micro, il est coupé. Voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Par rapport à Célia, du coup, tu sais, quand elle tape tout ça, elle crise et tout,
que tu lui dis, bah, en gros, que tu es là pour elle, que tu la rassures et tout, et qu'elle te tape encore plus, je dois réagir comment? Il faut pas que tu lui dises, il faut que tu le fasses. Je lui fais des câlins, je lui fais des caresses, C'est là j'y où, mets un c'est peu, là où, mais c'est là aussi, c'est ce que je te dis. Le comportement sans l'intention ne, vous savez, on en parlera ce soir dans le live sur Instagram. C'était la question de Carole, de Catherine également aussi. On en parlera ce soir. Mais à partir du moment où vous faites quelque chose dans le but de, ça ne fonctionne pas. elle me repousse, elle me dit non et elle continue. Elle Ah, repousse mes ah, câlins. tu vois, tu restes focus sur elle et son comportement. C'est sur toi que tu dois te focus. C'est pas sur l'enfant. C'est très contre-intuitif. C'est très contre-intuitif. C'est qu'en gros, toi, là, tu es dans un mode de pensée de je fais avec elle, j'analyse le résultat et je me dis est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que dans le fond, ça veut dire quoi? C'est que ton intention, c'est qu'elle change de comportement. C'est que elle change de qui elle est. Donc on en revient à ce qu'on disait plus tôt. C'est qu'en fait, dans ton intention, ce qu'elle reçoit elle, c'est maman ne m'aime pas comme je suis et elle fait ça pour me changer. Qu'est-ce que ça provoque? Encore plus de violence. Mais je veux qu'elle s'apaise, je veux l'apaiser, ma fille. Apaise-toi d'abord toi. Parce que quand tu fais ça, c'est ton état émotionnel qu'elle ressent. C'est ultra contre-intuitif et je sais que c'est peut-être nouveau pour vous de comprendre ces choses-là. C'est ultra contre-intuitif. Mais vous savez, c'est un paradoxe. C'est comme dans une relation amoureuse. Plus je suis prêt à perdre l'autre, plus l'autre est attiré par moi. Plus j'ai peur de le perdre, plus je suis en train de le faire fuir. Parce qu'il ressent tout ça. Mais notre enfant, tu crois qu'il ressent pas tout ça? Donc notre enfant, plus je suis OK au fait qu'il soit violent, etc. Pas parce que c'est bien la violence, parce que, écoute, dans tous les cas, tu es mon enfant. Ensuite, on va s'expliquer et tout, mais dans tous les cas, moi, je t'apporte de l'amour. C'est là où se passe la magie. Mais si c'est en mode, je veux absolument que tu changes ton comportement et que tu arrêtes de taper parce que ce n'est pas bien de taper sans comprendre, etc. Et que même tu essaies, mais dans cette dynamique-là, d'y aller avec des câlins, tout ça, mais dans la même intention de la changer, le problème reste le même. Einstein nous disait, un problème a été créé à un niveau de conscience et un problème ne peut pas être résolu avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous demande de réfléchir d'une autre manière pour sortir du problème. Tant qu'on est dans cette philosophie de il faut qu'elle m'écoute, il faut qu'elle écoute les règles, il faut qu'elle arrête de taper, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que ceci, il faut que cela, vous allez toujours entretenir le problème. Vous devez être au-dessus des il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela, et de passer dans une énergie plus haute d'amour inconditionnel. Je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point c'est pas facile, les filles. Mais Du on coup, doit ça, c'est par rapport à notre enfant intérieur, c'est ça? exactement. Parce que tu ne peux pas avoir la relation avec ton enfant que tu n'as pas avec toi-même. Tant que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même pour votre violence en vous, on a tous de la violence qui vit en nous, que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. On a de la violence en nous. Comment on fait On a pour tous réussir à s'aimer, en fait? On a tous de la violence en nous. Cette violence en nous, tant que je l'accepte pas, tant que je me familiarise pas avec elle, tant que je vais pas la rencontrer et tant que je vais pas justement apprendre à m'aimer pour ça, je ne peux pas apprendre ou je ne peux pas aimer mon enfant pour ça. C'est contre-intuitif, mais je ne peux pas aimer quelqu'un pour des choses que je n'aime pas chez moi. Je dois d'abord aller à l'intérieur de moi, comprendre, parce que tous, et c'est la société qui nous a appris que la violence c'était mal, le mensonge c'était mal, ceci était mal. Mais un enfant, quand vous le regardez grandir et qu'il est naturel, il a de la violence. Il raconte des mensonges. Il ne va pas tout le temps être gentil. Il va des fois être égoïste. Il va pas partager son goûter. Tant que vous le jugez, que vous voulez le changer pour ça, c'est que vous voulez qu'il soit différent de ce qu'il est intrinsèquement. Donc, il va recevoir ça. Comprendre la violence. Et donc, du coup, comprendre que si ta petite, elle tape, il y a un truc derrière. Pourquoi elle tape? Sauf que je ne peux pas être dans cet état émotionnel de calme et de comprendre pourquoi elle tape si je suis en mode non, il ne faut pas taper. Et il faut absolument que tu changes ce comportement. Vous comprenez les filles?
J'ai du mal à comprendre, mais bah, comment réussir à accepter ça et changer moi-même, en fait. Parce que je travaille sur ma petite fille intérieure, je fais les routines matinales, j'essaie de prendre plus de temps pour moi, plus de je t'aime, plus tout ça. Mais Ok, bah, il manque quelque chose. ok, bah, fais-le. Et à chaque fois, tu vois, si, c'est que là, par exemple, la question que tu me poses montrait que tu fais, mais pas dans la bonne direction. Parce que tu viens ce midi en me posant la question de, mais du coup, j'ai fait un câlin, ça marche pas. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas à l'endroit où tu dois aller. Tu dois aller dans l'endroit de ma fille continue à faire un truc qui me déclenche à l'intérieur de moi et qui me blesse à l'intérieur de moi. Et du coup, je suis en train de travailler sur le bon truc, aller guérir ce que ça blesse à l'intérieur de Oui. moi et pas le comportement de ma fille. Tant que tu restes obstiné là-dessus, tu peux faire toutes tes routines, tous les coachings, tu vas travailler sur le mauvais problème. Tu vas travailler sur toi, ce qui se passe en toi. Et ensuite, tu verras, et c'est là le paradoxe, c'est quand vous allez et accepter l'idée que votre enfant va tout le temps rester violent, qu'il va continuer à taper et de l'aimer pour ça, qu'il va arrêter de le faire. C'est quand j'accepte le comportement d'une personne et que j'apprends à l'aimer pour ça, que son comportement va se baisser. Par exemple, moi, c'était avec mon père, je, le, je lui reprochais d'être violent et d'être impulsif. Et je le jugeais pour ça, je voulais le changer. Quand j'ai appris à lâcher prise et à l'aimer pour ça, paradoxalement, mon père est devenu 1000 fois moins violent et moins fois plus impulsif avec moi. Parce que ton enfant, elle fait pas ça, elle n'a pas la même relation avec toi, avec les autres. Elle a la relation Ouais. avec toi qu'elle a avec toi. Et elle fait pas ça avec les autres. Pas Il n'y a sous... qu'avec moi qu'elle le fait. Il n'y a qu'avec toi qu'elle le fait. Tu Mm. vois bien. Donc, si elle le fait qu'avec toi et pas avec les autres, c'est qu'il y a un truc à régler en toi. Parce qu'elle ne le fait pas avec les autres. Même si, même si un enfant va se permettre de lâcher tout ce qu'il a besoin de lâcher avec sa maman en général, parce que c'est avec elle qu'elle a le plus confiance. Et nous, on fait pareil. À quel moment vous relâchez la pression et des fois vous explosez avec les gens avec qui vous vous sentez en sécurité? Vos enfants, votre mari, les gens qui vous sont proches de vous. Et les gens qu'on ne connaît pas, on veut leur montrer le bon visage. Et eux, on leur montre la bonne partie. Et la mauvaise partie, entre guillemets, c'est ceux qu'on aime qui la reçoivent. Donc là, c'est pareil ici. C'est de se dire, OK, c'est pas grave. Elle le fait avec moi. Ça veut dire que dans le conflit, il y a un conflit dans la relation. Ça veut dire qu'elle n'est pas contente de la relation avec toi. Elle est révoltée de la relation qu'elle a avec toi. Et c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu peux améliorer dans la relation avec elle? Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux améliorer dans la relation avec moi? Avec moi. C'est quel coaching du coup qu'on doit faire pour ça? C'est un processus, c'est pas un coaching. C'est un processus. Et c'est Ouais. ça le problème. Tu vois, Carole, c'est ce truc-là, vous devez sortir. Il n'y a pas une pilule. Il n'y a pas un coaching. Il n'y a pas une routine qui fait, ah ça y est, boum, j'ai compris, boum, ah ça y est, les problèmes sont résolus. C'est un travail au quotidien que vous commencez Oui, mais tu vois, ça fait quasi 3 mois que je suis dans le truc et je bloque toujours sur la relation avec ma petite. avec ta petite fille intérieure ou avec ta petite. Non, avec ma fille. Yes. Et tu peux continuer comme ça pendant 2 ans, ça ne va pas changer. Parce que tu es encore dans le comme si, je fais ça pour qu'elle change. Et du coup, là, tu pleures parce que mince, ma fille, elle n'a pas changé. Et je frus, je suis bloqué, ça m'énerve. Parce que tu n'arrives pas à changer ta fille. Mais on est complètement à côté de la plaque. Et je ne te parle pas de toi, Carole, attention. Je parle de notre manière de voir les choses. On veut changer nos enfants sans essayer de les comprendre. D'abord, essaie de la comprendre avant de la juger. Mais pour ça, tu dois te comprendre à toi. Et comprendre que ce que tu veux changer en elle, c'est ce que tu n'aimes pas en toi. Ce que tu ne veux pas, ce que tu veux changer chez elle, c'est ce que tu n'aimes pas en toi. Apprends à l'aimer chez toi, tu l'aimeras chez elle, tu verras, les comportements vont disparaître. Donc, je dois apprendre à aimer la violence en moi, c'est ça? Si c'est ce qui t'énerve le plus chez ta fille, oui. Moi, je fais... Vous devez, c'est entre vous et vous. Tout se passe entre vous et vous. OK? Bon, ça va définir le sujet du live de ce soir. Venez ce soir au live, si vous pouvez, sur Instagram, Maman en Naissance, à 20 h. Et demain soir,
surtout pour Sissi et Carole, venez au coaching demain soir. OK? On va aller là-dessus. Est-ce que je peux dire quelque chose, Oui, Maxime? Marguerite. Je tiens à te remercier parce que tout ce dont tu as parlé aujourd'hui, ça m'a aidé à comprendre tout ce que j'ai traversé avec mon fils cadet Hmm. qui avait été diagnostiqué TDAH. Mais personne ne m'avait expliqué vraiment comment faire pour l'aider. Hmm. euh, ou, parce qu'il a eu des problèmes à l'école, partout, en fait, il avait des soucis. Et maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le travail que j'ai fait sur moi, ma relation avec lui, c'est là où on arrive maintenant à se comprendre, à bien communiquer. Hmm. Et je me dis que c'est parce que je suis apaisée, Hmm. parce que je ne le comprenais pas et je lui en voulais. Et maintenant, ça va mieux. Et vraiment, merci pour tout ce que tu nous as donné. Hmm. Merci, Euh, Marguerite. oui, oui, ça va continuer à m'aider dans ma façon de l'aborder ou d'aborder Hmm. tous les problèmes que je rencontrerai encore avec lui. Parce Merci à que toi. c'est pas évident. Merci à toi, Marguerite. Merci énormément pour ton petit témoignage. Et du coup, on va finir là-dessus. Et c'est exactement ce qu'elle dit, Marguerite. C'est que quand vous allez vraiment ressentir l'apaisement que vous devez ressentir, vous n'aurez plus les questions qui vont venir. D'accord. Je vous donne un exemple très stupide et bête pour que ce soit logique. Pourquoi je me pose la question de comment je dois réparer mon pneu? Parce qu'il est crevé, mon pneu. Donc, je me pose Ouais. la question de comment le réparer. Si mon pneu il est déjà réparé, il n'est pas crevé, est-ce que je vais me poser la question de comment je vais réparer mon pneu? Non, bien évidemment. Pourquoi je me pose pas la question? Parce que c'est pas le cas. Et c'est illogique, c'est pas le cas, et je ne vais pas me poser cette question. Comment apaiser mon enfant ne peut venir que si je ne sais pas ce que c'est l'apaisement et qu'il y a un problème d'apaisement. Si je suis apaisé, quelqu'un d'apaisé va jamais se poser la question de comment apaiser mon enfant. Il sait le faire, c'est naturel, il sait le faire. Pas il sait le faire parce qu'il a appris, il sait le faire parce qu'il ressent l'apaisement. Quand je ressens l'apaisement, c'est facile d'apaiser quelqu'un. Mhm. Quand je ressens de la colère, la frustration et que déjà moi je vais pas bien, là la question arrive. Comment je fais pour apaiser mon enfant? Comment je fais pour le calmer? Comment je fais pour qu'il arrête de taper? Vous voyez? Les questions qu'on va se poser va dépendre de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc, si vous avez toutes ces questions-là, rester dans le même état émotionnel ne répondra jamais à la question. Il faut que vous alliez à un autre endroit, une autre zone de conscience, un autre niveau de conscience qui est défini par aussi le niveau émotionnel, enfin, votre émotion que vous ressentez sur le moment. Et là, vous aurez des réponses différentes. Donc, le plus difficile là-dedans, c'est de se sortir de ça et d'aller directement sur, OK, comment je fais pour m'apaiser? Comment je fais pour... Et de vous occuper de vous avant de vouloir vous occuper de votre enfant. Et je sais que c'est contre-intuitif et très difficile pour des mamans qui ont envie de se sacrifier pour leurs enfants. Mais sauf que quand vous vous sacrifiez pour eux, c'est eux qui paient la facture. Parce que la meilleure chose qu'ils ont besoin, c'est une maman heureuse. Ils en ont strictement rien à faire des règles de la maison, du pull qu'ils portent, des chaussures, des ci, de là. Avant tout, ils veulent une maman heureuse, une maman épanouie, une maman qui est apaisée. OK? Donc on se retrouve ce soir, les filles, 20h, Instagram pour le live. Merci à vous pour votre préparation. Merci de votre présence, pour vos questions aussi, les filles. Et du coup, ne lâchez Comment on rien. fait pour aller sur un live Insta? Pardon? Comment on fait pour aller sur un live Insta? Tu vas sur Instagram et c'est bon. Instagram Maman Renaissance. Ouais. Je vais me créer un compte parce que j'ai pas Insta. Ah, Mais du coup, c'est ouais. vrai, il m'a fait tellement de bien que je crois que je vais créer un compte Insta. Tu peux le créer en 30 secondes, Flore. Tu Ouais, peux je le vais faire ça. créer, tu mets un nom bidon, un mail bidon, boum, ça te le crée. Tu vas sur Maman Renaissance à 20h et tu verras, il y aura un gros rond live, tu cliques dessus et c'est bon. OK? Eh ben, je vais faire ça. Génial. Bon, passez Merci beaucoup. les filles. Gardez, Merci beaucoup. Au revoir. gardez
votre recherche de solutions. Bravo à vous, vraiment, parce que vous êtes déjà en recherche de solutions. Continuez comme ça. On se voit ce soir et demain soir. Mm. Et Au Zola. revoir. Au Ciao, revoir. ciao.